à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre matinale d'actualité ludique avec Pénélope. Comment vas-tu Pénélope ? Bonjour Martin, bonjour le chat, bonjour YouTube. Ça va. Un petit peu fatigué ce matin, mais ça va. Moi aussi, j'ai les yeux qui piquent très très fort ce matin. C'est la dernière matinale de notre semaine, parce que vous savez qu'il y a une matinale tous les jours sur la chaîne Twitch, mais demain je suis pas là. Demain je suis en déplacement, je vais me lever plus tôt pour prendre le train encore. Ça me pique les yeux par avance. Donc du coup, pas de matinale, on termine notre semaine. Après, c'est un week-end de 3 jours. Oh là là, quel plaisir. Incroyable. Oui. C'est des vacances, toi, pour toi, tu pars en voyage. Mais je me lève plus tôt quand même, puisque j'ai un rendez-vous professionnel à Paris. Nous allons vous parler de l'actualité, des jeux de société, on va vous parler de tout ce qui fait notre matinale du jeudi habituellement, c'est-à-dire les news, les petites news qu'on a vues passer sur le monde du jeu de société, le tour du monde ludique, tu as repéré des jeux en France, en dehors de la France également, qui vont sortir dans les prochains mois, auxquels nous allons commencer à nous intéresser. Les sorties, il y en a encore pas mal, on est dans le feu de l'actu, cette période avant Noël où tous les jeux sortent pour être présents suffisamment tôt en boutique. Quelques financements participatifs et grosse rubrique sur les vidéos de nos chaînes, puisqu'il y a eu beaucoup de vidéos sur nos chaînes respectives. Ah, j'ai cravaché cette semaine. Ça, on n'a pas, j'ai rien lâché. Merci à tous ceux qui disent bonjour dans le chat et aussi merci pour ceux. Alors sur YouTube, ça parle peut-être pas, mais il y a un train de live en cours sur Twitch et donc ce sont des gens qui font des dons et des abonnements sur la chaîne et on les remercie très fort. C'est grâce à eux qu'on peut faire cette émission d'une certaine façon. Donc voilà. Voilà, je règle mon micro en même temps, effectivement. Alors, c'est pas mon son qui était moins fort, c'était surtout celui de Pénélope que j'avais monté par rapport à l'émission d'hier, parce qu'on a des invités tous les jours, tout le monde n'a pas le même micro systématiquement, donc on adapte un peu les micros en fonction de nos invités, je surveille ça, je règle au fur et à mesure. Vous savez que cette émission est enregistrée sur Twitch, vous savez qu'on peut réagir avec vous, effectivement. Tu as bien fait d'insister sur les gens qui nous soutiennent sur Twitch, puisque vos abonnements sont absolument essentiels pour l'équilibre de cette chaîne de manière générale. On fonctionne avec vos abonnements. Toutes les émissions enregistrées en direct, donc le matin sur les matinales, sont gratuites. J'insiste beaucoup dessus. On a des invités. On a fait des émissions hier avec Benoît Forget. On a parlé de Spaceco. Lundi avec Patrice Pilet et Cathy Sugnard, on a parlé du GBL. Tout ça, c'est gratuit. Personne ne paye. Ce sont des émissions qui sont réalisées en direct et c'est très important pour nous. L'information sur notre chaîne est gratuite. Tout n'est pas gratuit dans ce qu'on fait sur un monde de jeu, mais l'information l'est toujours. Tout à fait. Et Mélodie Leblond dans le chat en profite pour dire que cette petite pieuvre sur ton t-shirt est la seule réveillée à l'image. Mais non, on est réveillé, la matinée commence. Alors, on va commencer directement notre émission en vous parlant des news, des petites informations qu'on a repérées, qu'on va partager avec vous. Il y en a quelques-unes quand même. Je cherche mon fichier en même temps. Par quoi on commence, Pénélope ? Alors, on commence par les news et qu'on commence par... assez peu de news. Semaine calme dans son ensemble. Comme je dis, on sent encore les effets d'avant Noël. Les gens sont dans plutôt les sorties des jeux pour Noël plutôt que dans des préparations de sorties pour 2024. Là, c'est très, très calme. Et au niveau des news, c'est pareil, c'est assez calme. On a eu l'ouverture du marketplace, sur Philibert. Tu en sais peut-être un peu plus que moi sur le sujet, parce que moi, je découvre qu'il y a un marketplace sur Philibert. C'est ce genre de choses, on se dit « Ah, mais tu devrais être au courant ». Bah non, pas du tout. Voilà. Non, donc commencé à en parler, ils en parlent un petit peu en interne. Je les ai croisés à Essonne, on a évoqué la question, mais hyper rapidement avec eux. Alors, première précision, c'est très important quand on fait une news comme ça n'est pas une publicité pour Philibert du tout. Non, pas du tout. On n'est absolument pas partenaire de Philibert sur cette chaîne et il n'y a pas de lien Philibert dans les vidéos que l'on fait. J'insiste beaucoup là-dessus. Ça, c'est la première chose. Mais derrière, voilà, ils ouvrent une marketplace et c'est intéressant puisque des marketplaces, il y en a sur pas mal de sites, il y en a sur des Amazon, sur d'autres sites qui sont moins spécialisés et qu'on aime peut-être aussi un peu moins. C'est chouette d'avoir un site spécialisé comme les Philibert qui va donner la possibilité à des acteurs extérieurs. On explique ce qu'est une marketplace, c'est la possibilité de faire soit du dépôt-vente, parce que c'est l'une des possibilités, c'est-à-dire que ça sera dans leur stock et puis ça sera expédié par Philibert, ou deuxième possibilité, ce sont des gens qui vont expédier eux-mêmes directement, donc des acteurs du monde ludique a priori, qui auront la possibilité de faire leurs envois. Ça passera uniquement par la plateforme en ce qui concerne les commandes. C'est l'occasion de centraliser. Après, j'ai pas beaucoup plus d'infos sur le contenu à vous donner. Je n'ai pas étudié la question. Je suis en train de regarder, on peut trouver déjà pas mal de t-shirts
t-shirts et de sweatshirts et de produits autour du jeu de société. C'est aussi peut-être un peu ça la différence. On voit beaucoup de produits dérivés, des inserts de jeu, des casquettes, des tapis de jeu, voilà. Donc, Voilà, énormément de choses. Le principal intérêt que ça peut avoir pour des acteurs un peu de petits acteurs comme on peut l'être nous par exemple, c'est la possibilité éventuellement de pouvoir faire de la vente sans avoir à gérer cette interface de communication. Donc qu'un site le permette, ça peut être intéressant éventuellement. Tu peux acheter par exemple un ensemble de haches, 3 haches avec un étui en cuir estampillé de l'emblème des forgerons provenant du nord de la Suède. C'est sur la 3e page. C'est rigolo. Bon, bref. Ça vient d'ouvrir. Voilà, petite information. Deuxième information, elle concerne un autre site ludique. Comme ça, on fait le tour de tous les sites ludiques. Et c'est bien, comme ça, on prouve que voilà, il n'y a pas de. C'est toujours bien quand on parle d'un produit de parler en gros du concurrent qui n'est pas vraiment un concurrent, ça cohabite. Ah, si, complètement un concurrent. Oui, tout à fait. J'essaye de. On va parler de Ludum. Petite précision, un monde de jeu n'est absolument pas partenaire de Ludum du tout. Donc là, pareil, il n'y a pas de lien Ludum vers ce site sur nos vidéos. Mais sur ce site, il y a une opération spéciale avec des sacs bananes. Et tu connais l'opération, puisque j'ai vu qu'il y avait ton logo sur un des sacs bananes. Voilà, donc pour le coup, je suis un peu partenaire de l'opération, mais j'en parle surtout parce c'est une chouette démarche et une chouette... voilà. Donc sur Ludum, vous pouvez acheter un sac banane avec estampillé avec des étiquettes qui sont avec des petits messages autour du jeu, etc. Mais en fait, c'est un sac banane à la fois éco-responsable et qui agit à but lucratif, puisque en fait ce sac banane est fabriqué dans un atelier associatif qui s'appelle Métier à tisser, qui est près de Bordeaux, et où en fait qui a une démarche d'insertion professionnelle redonnant de l'espoir et du travail à ceux qui en ont besoin. Donc c'est 100% made in France et c'est fabriqué avec des chutes de tissus de rideaux de théâtre. Donc ils récupèrent des tissus et ils font des bananes avec. Alors elles seront légèrement différentes, voilà. Des chutes de rideaux de théâtre, c'est vraiment très très spécialisé. Ensuite, les théâtres fonctionnent bien pour qu'on ait beaucoup de rideaux. Mais oui, c'est ça. Non, il n'y aura pas que ce tissu-là, mais pour l'instant, ceux-là sont fabriqués avec ça, donc c'est de la récupération. C'est pour ça que je dis ça. Et quand vous achetez la banane, elle n'est pas à 30 € la banane. C'est 30 € la banane avec un jeu à l'intérieur de la banane. Donc c'est un cadeau pour Noël. Donc vous pouvez avoir dans les jeux sélectionnés Trio ou Kintsugi. Et vous pouvez mettre un autre jeu, il suffit de le demander, sauf que évidemment Gloomhaven ne rentrera pas dans la banane. Et donc oui, le petit truc, c'est que je fais ça en partenariat avec eux, donc vous pouvez avoir avec une incrustation, si je peux me permettre, une incrustation du logo qui est dégueulasse quand même, parce que les autres on voit bien que c'est une photo des logos, c'est bien fait et tout ça, mais alors le tien, elle n'existe pas, la banane n'existe pas encore. Oui. Voilà. Donc mon logo n'est pas le plus beau de l'univers non plus, j'en ai bien conscience. Mais si, il est magnifique. Mais alors voilà. Si vous rêviez, et là ça commande sur le chat, si vous rêviez d'avoir des sacs bananes, une coupe mulet également, et en mangeant des Ferrero Rocher, des Twix, des Raiders, pardon. Et là, ça sera l'occasion de faire un revival années 80. Il y a quelqu'un qui a... Est-ce que c'est moi ? J'ai dit à but lucratif. C'est très fort. Alors, je m'excuse, ça serait bien de couper ce mot-là. Je le ferai pas. Bien sûr, ça n'est pas à but lucratif du tout. Il y aura bien sûr aucun. Oui, tu touches pas d'argent avec cette opération-là. Mais non. On le précise quand même, c'est important. Ni évidemment. eux, ni moi, c'est à but l'autre mot, l'inverse. Voilà, on a parlé de deux boutiques. Lucratif. On a parlé de deux boutiques, on a parlé de Philibert, on a parlé. Un peu fatigué ce matin. On a parlé de Ludum. On insiste, puisque je les ai reçus en début de semaine, on insiste sur l'importance d'acheter des jeux dans vos boutiques de centre-ville, les fameuses boutiques ludiques dont on a parlé en tout début de semaine. Évidemment, si on vous parle, c'est parce qu'il y a des news là sur ces sites-là, ce n'est pas du partenariat et c'est important de faire vivre le petit commerce, évidemment. Voilà, merci pour le mot, Jebron, c'est caritatif. Hein, donc, et puis sur ce, je vais aller me recoucher. Voilà, sinon une petite news qui nous rend très heureux, sur laquelle je voulais insister aussi également, c'est la mise en place du bouton pause. Ça y est, ça a été lancé cette opération, vous avez la possibilité de cliquer, je vous le montre à l'écran là, vous pouvez cliquer sur le bouton de pause et ça arrête le temps, ça vous permet de terminer toutes les vidéos que vous avez en retard, les jeux auxquels vous n'avez pas joué, c'est tous ces jeux qui s'empilent les uns à côté des autres. Donc pour l'instant, je vous mets pas le lien dans la description de la vidéo, je vous laisse chercher où ça se trouve, je l'ai utilisé hier, j'ai fini 12 vidéos dans l'espace de quelques
quelques heures et après j'ai Incroyable. pu relancer. Et du coup, t'as pas vieilli, c'est-à-dire tu mets une pause. Alors c'est de le 12 seul heures truc. Là, je me suis regardé dans la glace avant et je me suis regardé dans la glace parce que moi, il y a un mois qui s'est écoulé. J'ai pas saisi si vraiment j'avais vieilli. J'ai un doute là-dessus. Je suis pas sûr à 100% que ça fonctionne. Donc faites attention. Pour l'instant, on étudie les effets. Ok. Mais par contre, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. On est heureux que ça soit mis en place. Ok. Voilà. Ça se trouve où? Sur l'Apple Store, sur le Google je vous mettrai le lien uniquement pour les gens qui sont abonnés sur Twitch, évidemment. Bien sûr. Ah bah ça, c'est un beau privilège quand même. Moi, j'en veux. Hein, personnellement, je non, prends. mais quand il y a des notes positives comme ça, c'est aussi bien. On annonce des fermetures de boîtes, des nouvelles qui sont pas toujours très gaies. Quand il y a un truc un peu positif, c'est cool de pouvoir en parler également. Très très bien. Bon, eh bien, excellente nouvelle. Ça me réjouit. Moi, je n'en veux pas, nous dit Rachel. Ah bon? Elle veut pas faire de pause? Ah bah, bon, en tout cas, il y en a qui rigolent beaucoup dans le chat. Il y en a qui disent « Oh, trop bien, le bouton pause !» Tout en majuscule, je pense qu'ils connaissent ce que nous connaissons. Alors... On va passer maintenant aux annonces de sortie de notre petit tour du monde ludique. Oui, tout à fait. Alors, on a un jingle. On a eu pas mal de remarques de personnes qui nous disent ça serait bien de changer le jingle. Maintenant, il y en a marre, le jingle en cours d'émission. J'y pense, hein, en fait. C'est que alors, notre générique de début d'émission, non, ça, moi, j'y tiens beaucoup. Je ne veux pas le changer. Ah oui, mais par contre, en cours d'émission, j'aimerais bien adapter les jingles ou faire des surprises, ce genre de choses. Mais on est le 9 novembre. Donc, on approche de la fin d'année. On va attendre tranquillement la fin d'année. Il nous reste environ un mois d'émission avant les vacances de Noël. Et ensuite, en début d'année prochaine, on va rénover plein de choses. Moi, je suis en plein en train de préparer un monde de jeu 2024. Tout ce qui va changer sur la chaîne, la ligne éditoriale et les génériques, évidemment, ça va bouger aussi, mais en attendant, on a nos génériques précédents. Moi, j'essaye de pas bouger de la ligne éditoriale, les gens, j'essaye de rester. Ah, moi, je bouge toujours tout le temps, j'aime bien bouger les choses. Allez, générique. Jingle, pas générique. Le générique, c'est au début de l'émission. Là, c'est le jingle, c'est en cours d'émission. Ah là 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 là. Oui, non, mais c'est pas très... On commence je sens qu'aujourd'hui il va y avoir des blagues. Je sais pas pourquoi. Ça commence très très fort. On commence par faire un petit tour en France avec quelques annonces de jeux qui vont arriver sur le marché français. Oui. Alors, le premier, c'est pas tout à fait la France en réalité, puisqu'on est au Québec avec Synapse Games. Ah bah tu vois, je fais c'est ma matinée des boulettes, on va dire. C'est pas boulettes du tout. Attends, oui. Aucun problème. C'est francophone en tout cas. Oui. Hein, j'ai pas besoin de traduire sur Google quand je lis l'info, on va dire. Donc c'est un jeu qui va sortir chez Synapse. C'est une annonce pour 2024. Comme je vous ai dit, il y a assez peu d'annonces. Donc, chez Synapse, ils ont annoncé Tanuki, qui est un petit jeu de cartes. Comme on dit en anglais, d'ailleurs, c'est de la famille des Take That. Donc, c'est du type plutôt agressif. C'est un jeu de cartes rapide. C'est un jeu dans lequel les joueurs vont s'affronter pour cultiver un jardin de bambou. J'ai l'impression qu'ils vont incarner soit des jardiniers, des geishas, des ninjas, des tonnes d'adorables créatures à fourrure, etc. Ah oui, des geishas, dis donc. Oui. C'est ce que je lis. Des ninjas aux geishas, le thème est riche. Tu vois, bah oui, c'est ça. C'est exactement et autres mignons personnages poilus. Oui, j'ai pas rebondi, t'as vu, j'ai pas souligné. Je me suis dit, tiens, ils ont mis des geishas entre samouraï et ninja. Mais attention, faudra voir. Et donc, oui, ça va être le genre de jeu où on joue des cartes, c'est rapide et je pense qu'on agresse un peu l'autre rapidement, quoi. Donc, aucune idée du reste de la mécanique. C'est pour 3 à 6 joueurs à première vue et des petites parties de 20 minutes à partir de 8 ans. Voilà. Et il y aura du chaos. J'ai vu le mot chaos et là je fais Voilà, ça c'est pour la première annonce en ce qui concerne les jeux francophones. La deuxième, alors c'est Catch Up Games qui ont fait des tonnes d'annonces dans leur dernière newsletter. Ils se sont dit tiens, on va annoncer tout en vrac, hop, d'un coup. Et moi j'avais pas tout repéré. Alors il me semble qu'il y a des visuels que j'avais déjà vus, qu'on avait peut-être déjà évoqués, c'est possible, mais c'est difficile de regarder toutes nos émissions pour voir si on vous a déjà parlé d'une information. Donc peut-être. Je me demande si on n'avait pas déjà parlé de courtisans. Oui, en tout cas, le visuel me rappelle quelque chose. Mais oui. Mais c'est bien, parce que moi j'avais pas vu la newsletter, donc là c'est toi qui l'as repéré. Alors c'est pratique pour avoir quelques informations. Ces fameuses newsletters qu'on reçoit également, il faut penser à les noter et à les garder sous le coude. Ouvrir. Et à les ouvrir, parce que c'est vrai que des fois on les supprime directement.
Mais là, il y a de l'info. En mars 2024, donc chez Catch-Up Game, vous aurez en cours de production Courtisan, un jeu de 2 à 5 joueurs qui sera donc disponible avec une très jolie couverture. Oui, c'est vraiment très beau. Noémie Chevalier, c'est un jeu de Romaric Gallonier et Anthony Perron. On va pas s'attarder sur chaque mécanique parce qu'il y en a pas mal quand même. Rivage, c'est un jeu qui sortira en mai 2024. Il est en cours d'illustration, c'est le jeu de Joachim Thom. De loin, on dirait un peu un roll and write, mais c'est pas... Oui, ça voilà. ressemble. On découvrira tout ça. On n'a pas beaucoup de descriptions. Cross and write. Et c'est illustré par Nayad. Exactement. Septembre 2024, Arcane. Le jeu suivant dont il est question, qui est signé par Mathieu Roussel et Grégory Grard, illustré par Stéphane Escapa. Et puis, il y a même les projets suivants que vous voyez déjà annoncés, Into the Maze. J'aime bien quand ils font ça. Luciole, Vénus 23 et Sivrox, pour 2025. On est déjà des annonces sur ce qui arrivera plus tard. Mais je suis vraiment très très curieux parce que déjà, Catch-Up, c'est un éditeur qu'on suit toujours avec beaucoup d'intérêt. Ils ont un peu cassé la baraque en cette année 2023. Donc on est curieux de savoir ce qu'ils vont faire par la suite. Ils ont fait Faroé, hein, attention. Oui, mais pas que. C'était une année assez riche avec pas mal de choses de sorties. Et donc on est curieux. Et là, j'aimerais bien les voir, tu vois, les voir sur la table, regarder de quoi il s'agit, comment ça se joue, faire des parties de démonstration de temps en temps quand les éditeurs passent au salon. On a l'occasion de les découvrir aussi un petit peu en avance. Et ceux-là, je les connais pas du tout, donc je serais très curieux de les découvrir. Moi, ça me donne l'eau à la bouche. Peut-être vous aussi. Je trouve que leur petite newsletter est vachement agréable à lire, ces petites fiches comme ça. Là, c'est petit point comme ça, je souligne parce que parfois c'est agréable. Mais vraiment, en plus, là, je trouve que tous les jeux sont jolis. Donc ça donne envie. Bon, ce qu'on en voit, on n'en sait pas grand-chose, c'est peut-être nul. C'est vrai. Tout à fait. C'est peut-être très mauvais. On continue. Nos annonces, notre visite autour du monde, on part cette fois-ci aux États-Unis, chez Looney Games, c'est cet éditeur qui fait notamment tous les flux de ces jeux. Alors là, si t'aimes pas le chaos, faut pas trop y jouer, hein, mais... J'ai jamais joué à Flux. Ah, c'est vrai. C'est le chaos, la définition du chaos. Tu tires une carte, tu regardes ce qui se passe et hop, tu l'appliques. J'ai un peu l'impression que c'est le Camoulox version réelle. C'est un petit peu ça. Le principe de base de Flux, c'est qu'il faut réunir deux cartes pour gagner la partie. Par exemple, il faut avoir le biberon et sa tétine. Il y a une carte biberon, il y a une carte tétine. Et puis après, toutes les cartes ont des effets complètement stupides. Mais il faut réussir à les choper dans le tas. Mais il y a des cartes qui te disent tire 10 cartes et rajoute-les à ta main. Ta limite maintenant est de 12 cartes. À chaque tour, tu dois en défausser 4. Et on va les poser sur la table, appliquer les effets. Tu contrôles absolument rien. Ce n'est que de la chance, il y a zéro stratégie et c'est très rigolo, ça peut être très rigolo ou alors laisser les gens complètement de marbre. Moi je suis situé entre les deux, ça va dépendre de mon humeur. Non, après des fois quand un jeu est chaotique à 1000%, je me dis au moins c'est affiché sur le jeu, je suis pas déçu par le pitch. C'est et donc là ils sortent Camping Flux. C'est encore un Flux il y en a dans l'univers du camping. Voilà, donc finalement pas beaucoup de... Mais on n'en parle jamais de Flux, donc c'est l'occasion de vous dire que Flux a une 177e version qui sortira, mais sur le camping. Voilà, complètement. C'est quand même... Oui, alors c'est pour 6 joueurs, des parties de 10-30 minutes à partir de 8 ans. Et ça sera pour... là, ça sort en 2024 chez Looney Labs, mais chez nous, je ne sais pas. J'ai pas l'impression qu'on ait 12 000 versions de Flux en je sais même pas s'il y en a disponibles en français, j'en sais rien. Il y en a eu à une époque. Tu vois, t'as les règles qui sont expliquées derrière la boîte, là. Simplement, quand le goal est posé sur la table et qu'il demande ces deux cartes-là, tu gagnes la partie si tu arrives à les réunir dans ta main. C'est ça. Voilà. Et ce que j'ai compris, c'est qu'à chaque fois que tu joues des cartes, tu peux jouer des nouvelles règles, par exemple. Tu peux jouer ou des règles ou des effets. Tu vois, tu as des actions, les nouvelles règles, des choses qu'on pose sur la table. C'est un peu... on est un peu dans Camelot, quoi, en fait, quand on joue. Alors, le jeu suivant, c'est beaucoup moins... on est beaucoup moins dans le hasard, je pense. Alors, on a très peu d'infos pour l'instant sur ces jeux. C'est juste des annonces de loin. C'est un jeu espagnol qui nous vient de l'éditeur Salt and Pepper Game, c'est drôle. Salt and Pepper Game. C'est un jeu de Maurice Suckling et assez joliment illustré d'ailleurs. C'est par alors j'ai été voir, c'est un groupe d'illustrateurs qui fait ça, et c'est un jeu sur la deuxième que ça s'appelle Opération Barclay. C'est pareil, ça sort en 2024 et c'est un jeu sur la période de Deuxième Guerre mondiale, au moment, alors
je vais relire, je vais me mettre ma petite note sous les yeux parce que ce genre de thème très historique. Oui, c'est pas sur la musique, c'est pas un jeu sur les disques. Si ça se passerait en France, on n'aurait pas du tout le même genre d'atmosphère. Là, on voit aux images qu'on est plutôt dans l'historique. Voilà. Non, on est sur le théâtre méditerranéen entre 1942 et 1943. Et en fait, les puissances de l'Axe ont été expulsées d'Afrique du Nord et un débat a lieu à savoir où est-ce que les Alliés vont ensuite frapper. Et donc, on va avoir un joueur qui va, en gros, jouer les forces alliées qui vont essayer de brouiller les pistes, en fait. Ils vont frapper quelque part, mais l'idée, c'est de brouiller les pistes pour que l'adversaire ne sache pas où. Et bien sûr, les forces de l'Axe vont essayer de trouver où les forces alliées vont frapper. C'est un jeu de cartes, de bluff, avec du pari et de la gestion de main. Enfin, non, plutôt du bluff que de la gestion de main, pardon. Parfois, ils confondent. Ils mettent tout dans le même sac sur BGG. Et donc, ça m'intéresse assez. J'aime bien tous les jeux historiques. Et c'est pour 2 joueurs exclusivement. Ça a un peu la touch visuelle de Résistance. Et dans cet esprit de jeu autour de la guerre. Moi, j'aime bien. C'est toujours les jeux historiques, ça me passionne. Donc, je vais surveiller ça de loin. Avec une illustration qui n'est pas signée par un illustrateur en particulier, mais par une Meeple Foundry, c'est ça que j'arrive à lire. Oui, alors j'ai été voir. C'est en fait Meeple Foundry, c'est un ensemble de gens qui sont mis ensemble pour un peu comme c'est un peu comme en France. On a je sais plus comment il s'appelle. Il y en a quelques-uns. Qui aident aussi au développement des jeux, etc. sur plusieurs plans. Et ils ont 2 illustrateurs, j'ai leur nom, qui font partie de cette équipe et qui sont en fait les illustrateurs qui travaillent sur ce jeu. Voilà. J'ai été regarder. On enchaîne ensuite avec le Japon. On part au Japon. On quitte l'Espagne, on va au Japon. Merci, c'est l'équipe ludique le nom que je cherchais pour PlaySix. Mais qui n'ont pas d'illustrateurs à l'équipe ludique. Oui, eux, ils travaillent que sur le développement des jeux. Mais là, c'est un peu sur l'ensemble. C'est ce que j'ai compris. Je dirais, alors, je vous mets le texte pour les jeux suivants parce que ça va vous parler tout de suite. Oui, tout de suite, ça va être très clair pour tout le monde. Donc moi, je suis allée voir un peu. Chez Hangame, on a des informations sur leur nouveau jeu. Et bon, je pense que c'est pas tellement la peine de commenter. Ça parle de soi. Même dès qu'on lit le texte, vous avez les informations sur le. Alors, si tu mets les 2 images, je peux les commenter légèrement. Donc, on a 2 jeux chez Hangame. Un qui s'appelle je suis sur Rafter 5. Alors là, t'es sur Drop Holter. Je te mets Rafter 5. Et puis je règle mon écran en même temps parce que je vois qu'il déborde en bas, c'est très moche ça. Voilà. Alors Rafter 5, les 2 sont des jeux un peu de dextérité, c'est les Hangame japonais. Donc les 2 sont des jeux de dextérité. Sur Rafter 5, on construit un radeau. Donc vous mettez la boîte sur le plateau et vous allez poser à chaque tour une petite planche de radeau, vous construisez le radeau et un petit trésor à votre couleur. Et en fait, c'est un peu l'inverse du Mikado. Au lieu de déconstruire quelque chose, on construit de plus en plus quelque chose en essayant de ne pas faire tomber à aucun moment le coffre de quelqu'un d'autre. Et si on a à un moment 5 coffres devant soi, on a perdu, si j'ai bien compris. Donc on va mettre tout ça en équilibre. Bien sûr, au début, on est sur la boîte, c'est facile. Mais après, on va se retrouver dans le vide autour de la boîte. Donc je trouvais l'idée originale. Je ne suis pas très jeu de dextérité, mais c'est assez joli. Bon, s'il y a un radeau, c'est que. Puis on sait que Rado aime tous les jeux, donc ça doit être forcément bien. Ah là là. C'est un jeu de mots, mais alors vraiment pour les spécialistes. Ouais, c'est pas foufou. C'est. T'as fait mieux, mais. Je fais ce que je peux. Oui, il est tôt le matin, quoi. Donc c'est Drop Holter le suivant. Et c'est joli, à chaque fois le matériel des Hangame, ça donne envie de manipuler. On a toujours envie que le jeu soit formidable, ce qui permet d'être indulgent aussi parfois sur les mécaniques. Bien sûr que ça rend indulgent. Tous les jeux japonais ont cette espèce d'élégance et de jeu de vraiment dans le matériel qui fait que même s'ils sont pas très bons, on les garde. Moi, j'ai gardé tous mes jeux des scènes, même quand ils sont moyens, parce qu'ils sont toujours très beaux. Donc là, vous allez avoir 5 objets dans la main, qui sont tous les mêmes que tout le monde autour de la table. On a 6 petits objets. Drop, c'est laisser tomber. Et vous avez compris, en fait, on va retourner une carte qui va dire les 3 ou 4 ou 2 objets que vous devez garder dans la main pour réussir cette manche. Et c'est aux joueurs qui lâchent les bons objets sur la table, qui se débarrassent des bons objets sur la table le plus vite possible, tout en gardant les bons objets dans la main. Sans se servir de son autre main, bien sûr. Tout ça, c'est fait avec une seule main. Donc, on imagine très bien que ça va être chaotique pour
savoir non mais c'est moi qui ai fait en premier, mais pas du tout, c'est moi, regarde, voilà. Mais c'est une idée, ils ont le mérite de toujours vouloir chercher quelque chose que personne n'a fait. Donc là, c'est bon, faut voir comment ça fonctionne, mais c'est joli. Voilà, petit jeu japonais. On continue. Alors japonais, On Game, c'est japonais ? Oui, j'ai un doute à chaque fois. Entre coréen et japonais. Il me semble que c'est japonais, oui. Ouais. C'est peut-être coréen. Ah oui. Non, il me semblait que c'était japonais. Oui, je crois. Je ne sais plus. Et on se fera insulter si ce n'est pas le cas, mais c'est pas grave. On continue. Voilà. Depuis le début, je peux me faire insulter pour pas mal de choses sur ce live. Si on nous insulte pour les infos qu'on vous donne gratuitement, c'est qu'il y a un problème quand même. Voilà. Alors, Gravekeepers. On est encore sur un jeu japonais, encore avec du coup un matériel. Moi, j'adore les parties pris comme ça, visuels très très forts. Quand on essaye d'avoir des choses un peu qui prennent à contre-pied nos habitudes. Et on est sur un jeu noir et blanc. Alors, j'ai lu, il n'y a pas beaucoup d'informations sur ce jeu, on ne va pas se cacher ça. C'est pour 2 à 4 joueurs, des parties de 30 minutes à partir de 10 ans. Et on est un guide du monde des esprits et on va avoir des gardiens de tombes. On patrouille dans un cimetière, c'est des cartes qui sont posées en patrouille dans un cimetière de 4 rangées et 4 colonnes, en écoutant les troubles des fantômes qui errent dans le cimetière et en les guidant vers le monde des esprits. Et il faut faire attention à ne pas se laisser tomber en acceptant d'écouter trop de soucis. J'aime bien ce genre de thème. Voilà, moi, c'est ce genre de thème qui me donne envie d'essayer un jeu. Maintenant, j'ai lu la règle. J'ai pas lu la règle, j'ai lu le petit pitch de la règle et je vais pas mentir, j'ai rien compris. Voilà, donc on va bouger les fantômes pour récupérer toutes les cartes d'une ligne et puis placer une carte à nous sur une intersection, etc. C'est très obscur pour l'instant, je peux pas vous en dire plus. Mais c'est un jeu de cartes, sans doute avec une mécanique un peu originale comme les Japonais savent faire, et avec un visuel, avec un parti pris assez élégant. Voilà pour ce jeu, et on va terminer avec un petit détour. On retourne aux États-Unis après avoir visité le Japon pour aller voir le jeu City of the Living 2. Rainer Knizia, c'est bon, tu as rempli ton objectif. Oui. On le sait, tu veux à chaque émission citer au moins une fois le nom de Rainer Knizia. Je crois qu'il y sera 2 fois cette semaine. Ah, bah bravo. Mais oui, c'est un peu quand j'ai trouvé le jeu, j'ai fait je l'ai. Est-ce qu'on a du Scott Helms cette semaine, non ? Parce que on a du Scott Helms, je suis pas sûr. Phil Walker Harding, c'est les auteurs qu'on cite à chaque fois. Scott Helms, et oui, c'est assez fou. Scott Helms, parfois c'est 3 jeux par semaine avec Scott Helms, mais là, je crois que pas cette semaine. Si, j'aurais pu d'ailleurs, parce que c'est con, je me suis empêchée, parce qu'il y a un Kickstarter d'un de ces jeux, mais je me suis dit, on en reparlera tout à l'heure. Mais City of the Living du nouvel éditeur Trick or Treat Studio, qui est un éditeur américain qui fait des jeux, tout à fait le genre de jeu qui peut être localisé chez nous par Don't Panic Game, qui sont des jeux sur un esprit un peu série B américaine, les films d'horreur, c'est tout autour d'Halloween en général. Avec eux, c'est Halloween toute l'année. Donc, dans ce jeu de Rainer Knizia et Sebastian Blisdel, qui est l'auteur de la série Qui. En tout cas, je pourrais que j'aille vérifier, mais sur l'info, c'est ce qu'ils disent. C'est un jeu de construction de société. C'est un jeu de construction dans une apocalypse zombie où on va devoir essayer de reconstruire la civilisation humaine avec les morts-vivants qui parcourent encore le monde. Donc on voit, il y a des tuiles à poser sur son plateau personnel. Voilà, on n'en sait pas plus pour l'instant, c'est le peu d'infos que nous avons, mais thème rigolo et le matériel n'est pas ultra engageant, mais on observe ça. Et l'autre jeu, c'est Chucky, parce qu'il y a un autre jeu chez Trick or Treat qui sort. Donc je vous disais, ils sont vraiment spécialisés dans ce genre de thème un peu horrifique. Ouais. Comme je dis, c'est Halloween toute l'année avec eux. Donc, ça va être... on va rencontrer Chucky et on va devoir essayer de survivre à Chucky dans ce jeu. Pareil, je n'ai pas beaucoup plus d'infos. C'est des jeux qui ont assez peu de texte sur BGG ou autres et qui sont surtout juste annoncés. C'est rare que ces jeux qui reprennent un univers cinématographique soient bien. C'est dommage parce que ça me fait envie, moi. Quand je vois un jeu qui sort sur Jurassic Park, sur Alien, sur Chucky, sur Terminator, tous ces jeux-là, j'ai envie d'avoir un super jeu derrière et c'est très rarement le cas. Mais alors que les univers sont super forts avec plein de choses à faire dedans,
On ne connaît pas celui-ci. Visiblement, dans ce jeu, on va effectivement lancer des dés et on essaye de récolter des indices pour se défendre contre les attaques de Chucky. Je ne suis pas sûr que ça... On verra. Et voilà, c'était le tour des infos du monde. Vous voyez, il y a peu de choses cette semaine. Voilà, pour ces différentes petites annonces. On continue notre émission. On enchaîne avec la rubrique des sorties. Il y a beaucoup de sorties en ce moment. Et on a des questions qui se posent, nous, en interne aussi. Comment on fait pour gérer tout ça? On en parle régulièrement. Est-ce qu'il faut parler de chaque sortie, de chaque chose? Alors, il y a plusieurs approches. Évidemment, dans les annonces, dans cette rubrique d'annonces, c'est de l'information, donc on vous cite tout ce qui est arrivé jusque nous. Après, dans le traitement, évidemment, on ne peut plus tout traiter. Il y a beaucoup trop de choses qui arrivent en même temps. Donc, on fait des choix, on fait de l'éditorialisation. Ouais. Les jeux qui arrivent dans nos boutiques. Nous avons... Alors, générique peut-être juste avant, c'est important quand même. Oui. Le jingle. Le jingle des sorties, pour vous faire commenter aussi. Vous dire, ça suffit, j'ai sursauté encore. Oh là là, vous avez remis cette musique, oh là là, bon. On a donc 5 Minutes Dungeon, donc ça c'est la boîte numéro je ne sais pas combien. Ça a été localisé en français par Lucky Duck Games, il me semble. On a eu des boîtes, il y a un petit moment déjà. Et oui, alors ça, c'est plus le cas de celle-ci. Je vois pas du tout ce que c'est, ça. Ouais, c'est pas le cas de celle-ci. C'est un jeu de cartes très rapide, très nerveux. Et il y a plusieurs boîtes qui sortent. 5 Minutes Mystère, non, c'est peut-être pas la même chose, ça. C'est une autre boîte, je me suis pas renseigné particulièrement dessus. C'est le même logo, quand même. C'est le même logo, ouais. Et le même auteur. Pour les joueurs, on en a parlé avec Rachel quand on a fait l'émission spéciale sur toutes les sorties de Néoludis. On a l'extension de Brésil qui vous permet de jouer de 1 à 3 joueurs, mais aussi à 1 avec l'automate. Ça permet d'enrichir ce jeu qui est sorti en 2021 à l'origine, signé par Zoé Mendes et publié par Super Meeple. Château Blanc, on en a beaucoup parlé de ce jeu à la suite de Dessun. C'est le nouveau jeu de Chez et Isra C. Chez S et Isra C. À chaque fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces lettres? Il faudrait que j'aille regarder leur nom de famille. On les a déjà dit, les noms de famille, je ne les retiens pas d'une émission à l'autre. Pareil. Mais bon, c'est comme ça que c'est écrit, donc c'est comme ça qu'on les lit. C'est publié par Yellow en version française. C'est Devir qui fait la version d'origine. Et il paraît que c'est très bien, parce que ceux qui ont joué me disent que c'est chouette. Ouais, j'y ai pas encore joué, mais je me suis fait tout un résumé de règles et tout, et ça a l'air plutôt sympa. C'est du placement de dés et qui a l'air assez malin. C'est eux qui avaient fait la Cathédrale Rouge ou Shinkansen, et ils sont assez bons. Moi, j'aime bien leur jeu. Ils ont un format de jeu qui est un peu ramassé, qui est pas vraiment de l'expert. On est plus sur de l'initié, c'est l'expert Yellow comme on dit, mais c'est plutôt très agréable. Moi, j'ai très hâte d'y jouer. Dans le moment, j'y joue cette semaine. Ok, moi je ne l'ai pas vu du tout, donc je ne sais absolument pas de quoi il retourne. Je suis curieux de le découvrir. Et Olivier également. de Yellow, dans le chat, que l'on salue, nous dit que c'est très différent de Cathédrale Rouge. Et du coup, forcément, Château Blanc, Cathédrale Rouge, on s'attend à toute la collection autour des couleurs. Moi, je suis... Qu'est-ce qu'on va avoir? Le beau du bleu, j'ai hâte. Ça serait génial. On passe très très vite sur... Je vous mets les visuels, notamment tous les magazines sur les jeux de rôle, ce genre de choses qui sortent également. Chronique des Terres de Dragon, le numéro 8. Dig Your Way Out, Dig In, c'est une extension pour Dig Your Way Out. Ouais. On a El Grande, une nouvelle version qui a l'air très jolie de ce jeu, ce classique de Wolfgang Kramer et Richard Ulrich, qui est publié par Hansim Gluck. J'adore ce jeu. El Grande, c'est un jeu, si vous ne l'avez pas, si vous n'y avez jamais joué, allez-y. Ça n'a pas vieilli. Moi, j'y ai rejoué récemment. C'est bien sûr, ça a ce petit parfum à l'ancienne, mais c'est toujours aussi efficace. On a Obsession qui arrive en boutique, publié par Super Meeple, le jeu de Dan Halagan, auquel moi, je n'ai absolument pas joué, je n'ai pas vu, je n'ai rien vu, mais toi, tu le connais par cœur. Non, mais c'est bon, je l'amène en décembre. Ouais, on n'y arrivera pas. Alors, je te dis, en décembre, tu viens en décembre, on n'a pas grand-chose de prévu si ce n'est jouer. Moi, j'espère vraiment jouer cette fois-ci. C'était un peu l'objectif. Et là, j'amène Obsession et je te fais jouer à Obsession, qui est un jeu de gestion dans l'univers d'Orgueil et Préjugés. Vous allez organiser des parties de tennis, des balades à cheval, inviter des gens prestigieux. C'est génial. C'est vraiment très, très bien. Voilà, puis moi en échange, je te ferai découvrir le bouton pause. Qui est vraiment... Si tu veux, on l'active en décembre. Quand on y sera, on appuie sur pause et on fait durer plus que les 3-4 jours. Ça serait si bien.
C'est Ça prévu. serait si bien. Notre programme est prêt. Alors, sur Obsession, il y a pas mal de trucs aussi qui sont sortis autour. Je ne sais pas si tu connais toutes ces extensions. Il y a quelques extensions qui sortent en Oui. même temps, des tuiles promotionnelles, Upstairs et Downstairs. Oui, je Petite conseille extension. d'ailleurs cette extension-là, Ouais. Upstairs, Downstairs. Et Ça rajoute, Wessex, que tu conseilles moins. Non, mais disons que c'est parfois quand on ne peut pas tout prendre, Ouais. je sais pas que je la conseille moi, mais Upstairs, Downstairs rajoute un type d'ouvriers, de personnel et des cuisines. Enfin bon, bref, c'est assez chouette. Fliptone, les faubourgs, c'est une extension pour le jeu Fliptone que j'aurais dû montrer avant, un jeu de Steven Aramini, c'est publié par Bad Boom Games, je ne connais pas du tout, ça fait partie des jeux que je découvre au moment de sa sortie. J'ai trop envie d'y jouer à C'est celui-là. vrai. C'est un solo. Ah non, j'ai dit c'est un solo, mais en fait j'ai vu que des parties solo sur internet, mais c'est un 4 joueurs, je crois. Oui, c'est un 4 joueurs, je le vois sur l'image. C'est un jeu de roll and write avec sur des cartes de poker et moi je sais pas, moi j'adore les westerns, je trouve le visuel trop cool et j'avais regardé un peu le pitch et ça me faisait très envie, donc j'ai très envie d'y jouer. Evil Corp qui sort également ce vendredi, le nouveau jeu de Jérémy Dicré publié par La Boîte de Jeux. On a diffusé la vidéo sur la chaîne, donc vous allez pouvoir le découvrir très vite. Ça se joue très bien à 2 joueurs, notamment là vous avez un affrontement qui peut être très rapide. Les parties peuvent durer 30 minutes. C'est vraiment du positionnement de tuiles en fonction de ce que fait l'adversaire, de la tactique également, mais avec un thème qui est fun puisque c'est la réunion annuelle des monstres de la Evil Corp qui vont choisir leur employé du mois. Donc ils vont terroriser des petits villages pour voir qui est le meilleur dans ce domaine-là. Ça peut être très très rapide, ça peut être très technique. Nous, la partie qu'on a faite, elle a été étonnamment longue. Donc la vidéo qu'on a faite, bon, elle dure 1 heure, la vidéo, donc avec l'explication des règles à l'intérieur. Donc c'est pas si long que ça, mais quand même, vous aurez une très bonne idée en la regardant de ce dont il s'agit. Ma vie de renard. J'y ai pas joué Ouais, encore. t'as pas joué. J'ai hâte. Bah non, mais j'ai hâte. On aurait pu, mais on n'a pas eu le temps quand tu es venu la fois dernière. On n'avait pas encore le bouton pause. C'est vrai. Alors C'est vrai qu'on ne l'avait maintenant, pas là. à ce moment-là. Ma vie de renard, c'est un jeu de Charlec qui sort chez Betula Jeux Nature. Et ce jeu-ci, Antares y a joué, moi non, pas encore, mais il a bien aimé. Il a joué en famille quand il est passé au chalet il y a 1 semaine et demie. C'est illustré par Sepio. Un petit jeu familial, enfin enfant même plutôt, à partir de 8 ans, c'est marqué. Le tarot divinatoire, je vous passe ça. Necronomicon, on a vu ça dans notre liste de sortir. Necronomicon, pardon. Je vous montre juste le visuel. Planet Unknown, ça y est, il arrive en boutique. Ça y est. Depuis le temps qu'on vous en parle, je crois que c'est officiellement le dernier jeu du Sablier d'Or qu'on a fait en mars, cet événement qui présente... pas le dernier jeu loin de là, mais le dernier jeu qu'on avait présenté. Ouais, c'est... Je n'y ai joué qu'une fois. Je vais enfin pouvoir y rejouer, moi. J'y avais joué aussi. J'avais rejoué au Sablier d'Or. Je sais qu'autour de moi, ça a été l'attente toute l'année. Ça fait longtemps qu'on en parle de celui-là et les gens n'en peuvent plus. Ils sont sur les dents. Ils ont hâte de pouvoir jouer à Planet Unknown, de recevoir leur Planet Unknown. Donc, moi, j'ai hâte aussi d'y rejouer. On a Valnimir qui nous dit Martin n'a jamais joué à Cthulhu, c'est parce que je lis. En fait, je suis à moitié réveillé le matin, donc je lis les mots à moitié, je loupe des syllabes sur Necronomicon. Ouais. Je pense que c'est pour ça qu'il dit ça. Si, je connais Cthulhu, ne t'inquiète pas. Planet Unknown, j'ai vraiment très très envie d'y rejouer. Là, ça y est, moi aussi, ça c'est vraiment le jeu. Pour moi, c'est le deuxième avis. Ouais, c'est le jeu friandise. Alors moi, ça sera mon 12e avis, mais c'est le jeu friandise, celui qu'on ressort en se disant bon, bah là, je veux pas avoir à me replonger dans les règles, je les connais par cœur. Ça va être rapide, ça va être nerveux. J'adore ce jeu, vraiment. Ça fait partie de mes gros coups de cœur de cette année. Quicksand, je ne connais pas ce jeu d'Almar Haar et Lorenzo Silva. C'est aussi la première fois que j'en entends parler. C'est publié par Yellow. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas parlé avant, mais on n'a pas le temps de s'attarder sur chaque jeu autant qu'on voudrait le faire. Et là, je le découvre. Moi, j'y ai joué. C'est vrai ? Moi, j'y ai joué à Essen. J'ai pas été convaincue du tout. Alors, j'adore par contre la couverture et le code couleur. Moi, c'est des choses qui me plaisent beaucoup, mais c'est un jeu. C'est tout à fait Kites, mais avec des règles différentes. C'est-à-dire que c'est des sabliers qu'on va essayer de maintenir, qui vont pas se vider tout en jouant des cartes. Sauf que cette fois-ci, on va essayer de leur faire parcourir leur faire parcourir un chemin. Donc c'est effectivement un kite un peu plus compliqué, un peu plus
tactique. Le problème, c'est que j'ai trouvé que ça marchait pas très bien parce que kites, on peut prendre les sabliers n'importe où sur la table et les reposer n'importe où sur la table. Et autour d'une table, ça crée pas de chaos. Bizarrement, là, on est obligé de leur faire suivre un chemin, donc il faut être. C'est pas très pratique quand on est à certains points de la table. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais mon expérience n'a pas été très agréable. Après, peut-être que si j'y rejouais, ça serait différent, mais ça m'avait pas convaincu. Sushi Boat, un jeu de Francesco Testini et Dario Massarenti chez Don't Panic Games. Je connais pas, on découvre la boîte. Moi, je me suis renseignée, je l'achèterai jamais, mais j'aimerais beaucoup essayer. En fait, on dirait que la boîte est petite, mais en fait, la boîte est grande. Ouais. Et à l'intérieur, il y a un plateau, comme dans les restos japonais avec les assiettes qui tournent. Et il y a un plateau sur lequel on va avoir des assiettes qui vont circuler. Et on va récupérer des assiettes et on doit manger certains types de sushis. Et franchement, aller voir le matériel, c'est assez génial. Mais donc, c'est pour ça qu'il est assez cher. C'est pas du tout un petit jeu. C'est un gros jeu avec un grand plateau central avec en bois et des assiettes coulissantes. C'est le genre de choses qu'on aime bien avoir au chalet, justement. Oui. Et qui sont très agréables à présenter en vidéo. C'est le genre de jeu que moi, naturellement, je n'achèterais pas forcément pour moi, mais dans les formats vidéo où on présente des jeux, on est tout content de montrer le matériel, de le manipuler. Vous êtes souvent content aussi de le découvrir. C'est l'occasion de découvrir ce genre de jeu également. Donc voilà, ça serait chouette de le découvrir. Je regarde parce qu'on a eu un raid en même temps. Merci, je vois. Merci à ceux qui ont raidé la chaîne, qui arrivent en direct sur notre chaîne pour découvrir nos actus ludiques. On est sur la rubrique des sorties. On continue à vous parler des jeux qui sortent en boutique en ce moment. Tales on Fire, un jeu de Thomas Sellner, publié par Edelbar Games. On découvre plein de jeux. Moi, je découvre des trucs. Là, ce matin, je ne connais pas. Celui-là, j'ai pas joué. Weizen, l'inoubliable secret. Donc, on passe assez rapidement sur ces différents jeux. Vampire Village. Je le prononce en anglais, mais peut-être qu'il faut le faire à la française. C'est Maxime Rambourg, c'est un jeu qui sort chez Studio H. J'ai failli pouvoir y jouer, mais j'ai pas pu aller à la soirée Studio H. Mais c'était, en gros, on va fabriquer son village et essayer de résister aux attaques de monstres qui arrivent dans le village. Et on va jouer. On va récupérer des cartes qu'on va jouer sur son plateau. On va en gros essayer de renforcer son village. Sur le papier, on dirait un mini tower defense, chacun dans son coin, mais avec juste. J'en sais pas plus, donc je veux pas rentrer dans de la description, mais ça me faisait envie d'essayer. Eh bien, moi, je l'ai celui-ci, en fait. Parce que je regarde, la plupart des jeux que je vous ai cités, je les ai pas vus, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Mais j'ai celui-ci, j'ai Vampire Village, j'ai pas encore eu le temps d'y jouer. Mais voilà, il est sur ma pile, on va pouvoir le découvrir. C'était pour les sorties de cette semaine, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, un petit peu plus calme cette semaine, hein, même dans les sorties. Alors après, c'est dans les annonces, on en loupe toujours systématiquement. C'est pas vraiment des annonces boutiques, c'est des annonces que les éditeurs nous transmettent. Donc des fois, il y a des trucs à côté desquels on peut passer, ça peut arriver. C'est pas du tout exhaustif. On essaye de l'être, mais on l'est pas systématiquement. Mais c'est vrai qu'on est sorti d'une période, vraiment, le mois d'octobre a été énorme en matière de sortie et en volume. Novembre continue d'être très conséquent. Oui. Là, c'est des chiffres absolument faramineux. Donc là, d'un coup, quand ça redevient un peu normal, on se dit « Oh !» Voilà, pour les rubriques de sortie, on va enchaîner avec notre fameuse rubrique sur les financements participatifs. Mais avant ça, vous l'attendiez tous avec impatience, c'est le jingle vert. Le jingle vert. Jingle vert, jingle vert. Jingle vert. Je sais pas, je tente des trucs. Ouais. Moi, j'aimerais bien avoir le bouton pause maintenant. Le bouton pause maintenant, mais évidemment, tout de suite. Hop. Et le bouton. Aïe. Il est prêt, hein, tu vois, je suis prêt à le dégainer en permanence à tout moment. Et puis il est beau. On va en faire un beau, un de ces quatre. On va pouvoir faire des choses beaucoup plus sérieuses, parce que là, c'est pas très sérieux, cette rubrique. On va fabriquer un vrai bouton pause sur lequel on pourra appuyer pour de vrai, en se donnant l'illusion que... Alors, quelques jeux. Ce visuel est tellement travaillé, nous dit-on dans le chat. J'aime beaucoup ça. Est-ce qu'on peut être à plusieurs sur le même pot ? Il faut que chacun appuie. Donc, il peut y avoir un léger décalage qui peut créer des paradoxes, puisque si jamais vous avez appuyé sur le bouton pause et que la personne elle appuie après, elle sera dans un espace-temps sensiblement différent. C'est toute une problématique, ça, qu'on va pouvoir étudier si on en fait une série Marvel. Ouais. Vous allez voir que ça va être très drôle.
Mais il suffit d'être tous autour du bouton quand on appuie, je crois Faut que ça appuyer en marche. même temps. Ouais, faut compter, faut décompter. Je crois que dans la même seconde, Ça marche à une surface de pièce à peu près. Bon, donc on est parti sur les projets du mois. Donc pareil, on a eu une semaine incroyable il y a 2 semaines, on se souvient, avec énormément de Kickstarter. Là, moins de Kickstarter incroyables. Alors on commence par Undergrove, dont on avait parlé. Oui, on l'avait évoqué plusieurs fois, oui. On l'avait évoqué, mais on l'avait pas. Son Kickstarter n'avait pas été encore lancé, son financement n'avait pas encore été lancé. Donc là, ça y est, c'est fait, c'est en cours. Donc c'est un jeu de Elizabeth Hargrave que vous connaissez, puisque Elizabeth Hargrave, c'est l'auteur de Wingspan. Je dis pas de bêtises, non, je dis pas de bêtises. Et Mark Wooten. Et le tout est illustré par Beth Sobel. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans, des parties de 60-75 minutes. Voilà. Le projet est en cours jusqu'au 8 décembre et c'est un jeu sur les champignons. La tendance on pourra dire 2023, c'était quand même les champignons. Hein. On en a eu vraiment beaucoup des jeux sur les champignons. La nature, mais particulièrement les champignons, effectivement. Ah ouais, pas trop de nature cette année, beaucoup moins, mais beaucoup de champignons. Et faut dire que les champignons, c'est mignon. Et en plus, ça se mange. Voilà. Donc, en fait, dans ce jeu, dont j'ai essayé un peu de comprendre le fonctionnement, il va y avoir un plateau central. Il y a plein de choses, on le voit là à l'image. Ouais. Il y a un plateau avec pas mal d'éléments, de champignons qu'on va poser les uns à côté des autres, des arbres qui poussent entre les champignons et qui sont vraiment. Ils vivent en symbiose avec ces éléments-là. Et il va falloir essayer On insiste quand même sur le fait que Elizabeth Hargrave, c'est une autrice qui est très centrée sur la nature, puisque c'est l'autrice de Wingspan, et qui a fait, je crois qu'il a fait un jeu sur des fleurs aussi, qui était sorti juste après, dans la fameuse petite gamme de jeux Buttonshire. Ah, Flourish. Non, c'est pas elle, Flourish. Non, oui, effectivement. Non, j'ai plus le nom. Voilà, c'est celui-là. Elle a fait Mariposas également avec des oiseaux, et là on cherchait Tussi-Mussi. Ouais. Merci Olivier. Donc dans coupé, ce jeu, sur la mécanique. Non, il n'y a pas de souci. Dans ce jeu, en gros, toutes les tuiles que vous allez poser sur la table, ça correspond à des champignons. Et tout ce qui est entre les tuiles et qu'on va poser, et qui sont en fait, les champignons sont à tout le monde, hein, j'ai envie de dire, c'est la forêt. Et vos jetons représentent des arbres, des graines de votre couleur qui vont pousser grâce à ces champignons. Donc, quand vous posez un arbre entre des tuiles champignons, vous allez pouvoir interagir avec ces tuiles et activer leur pouvoir pour récupérer du carbone ou payer quand vous récupérez certaines ressources, vous allez payer le coût en ressources de ces tuiles pour les activer. Et donc, ça va vous aider, en gros, à faire pousser vos arbres et à ce que vos racines s'étendent sur le plus de tuiles autour de vous. Et c'est comme ça que vous allez scorer des points en fin de partie. La mécanique est pas si instinctive que ça, dans le sens où ça ressemble pas à grand chose que je me suis fait pitcher, même si visuellement, on a l'impression d'en avoir vu beaucoup des comme ça. Donc c'est plutôt intéressant, c'est le genre de jeu que j'aimerais bien essayer. Moi, je sais pas toi, mais le matos est joli. Oui, alors après, en dehors du thème et du fait de pouvoir mettre des tuiles les unes à côté des autres qui activent des effets, j'ai envie, c'est ce qui est très important pour moi, et c'est difficile d'en parler dans ce genre de jeu, c'est la sensation. J'ai envie d'avoir une sensation qui change un petit peu avec des choses qui m'excitent. Je dois avouer que j'ai jamais accroché à un jeu d'Elizabeth Hargrave. Alors je le dis avec d'autant moins de... même Wingspan. Moi non plus. J'ai pas du tout accroché à Wingspan. Moi j'ai trouvé ça relativement froid, ça m'a pas passionné. Autant sur d'autres jeux sur la nature où tu as des petits effets comme ça. Alors j'adore le thème, je trouve le thème super, les petits œufs, le matériel, tout paraît chouette, mais la mécanique en elle-même ne m'a pas enthousiasmé. Donc en termes de sensations, pour l'instant, je suis resté relativement froid. Je le dis d'autant plus facilement que c'est des jeux qui ont rencontré des gros succès, donc il y a un public pour ça. Oui, moi non plus. Wingspan, ça n'a jamais été... je me suis toujours dit que le moteur était un petit peu sec. Un peu lourd, moi, je trouve. Je trouve ça un engrenage qui est un lourd dingue, et j'ai pas un plaisir dingue, j'ai dit 2 fois dingue dans la même phrase, à l'activer. Ouais. Et donc, ça se termine le 8 décembre et ça sera livré l'année prochaine, en novembre 2024, si tout va bien. Et ça n'est disponible qu'en anglais. Les pledges sont entre 37 pour la boîte de base et 65 € pour la boîte, j'imagine, de luxe. Voilà, et c'est un projet, comme vous pouvez le voir, qui fonctionne très bien. On est déjà à 2782 distributeurs.
Le projet suivant, Alors, c'est on nous celui dit qui... dans le chat, j'ai préféré Wingspan Asie à 2, je suis assez d'accord. Je préférais aussi Et la version oui. 2 joueurs, moi, ça m'a plus plu. Ouais, j'osais pas le dire pour pas rentrer dans une conversation entière sur Wingspan, mais moi Oui. aussi. Voilà, donc on est tous d'accord et ça c'est formidable. Alors le projet suivant, c'est celui que j'ai pas trop regardé moi, donc là je vais t'écouter. Il s'agit de Kelp. Oui, bah, c'est bizarrement le projet qui m'a le plus, qui a le plus retenu mon attention. On a 3162 contributeurs sur celui-là, donc c'est encore plus, ça fonctionne encore mieux que l'autre projet. On est sur un jeu asymétrique pour 2 joueurs, avec une de Carl Robinson, illustré par Weberson Santiago, qui est bah chaque voilà. semaine aussi. Hein. Est-ce qu'on Oui. n'aurait pas un jour un jeu de Rainer Knizia et Scott Helms illustré par Weberson Santiago? Ça serait. Moi, je suis cliente. Hein, je me jette dessus si ça existe. Alors, moi, j'aime beaucoup. Visuellement, et comme ça compte quand même pour moi, hein, toujours, même si c'est pas ça qui fait un bon jeu, quand c'est beau, ça attire. Souvent, j'aime bien quand il y a un matériel qui a l'air un peu tactile, agréable à manipuler. Et quand on fait des Kickstarter, enfin des financements participatifs, on le fait aussi pour ce genre de jeu avec du matériel dont on se dit c'est pas forcément du matériel que je trouverais facilement en boutique, enfin bon bref. Et là, le petit requin qui est perché sur son socle avec les espèces de dominos qu'on met debout. Donc quel est ce jeu? Un joueur va jouer le requin et un autre va jouer une pieuvre. C'est Shark versus Octopus. Et les 2 joueurs n'ont pas le même gameplay. Le requin va se balader sur le plateau à la recherche de l'octopus, de la pieuvre, et la pieuvre va essayer déjà de fuir le requin et de manger un certain nombre elle va essayer de manger un certain nombre, alors je ne sais pas ce que c'est, mais d'aliments pour Octopus, pour gagner la partie. Les 2 fonctionnent sur des mécaniques différentes, c'est-à-dire que le requin fonctionne sur une mécanique de bag builder avec des dés. Et ça, moi, ça me plaît beaucoup. C'est-à-dire qu'il va se déplacer grâce à des dés, mais il va pouvoir construire le sac où il va aller piocher ses dés et bien sûr... comment dire, mitiger, je lis le mot en anglais, mitigate your luck, mais manipuler la chance. Et la pieuvre, elle, fonctionne sur une mécanique de deck building avec des cartes. Et donc, va essayer de tromper le requin sur ses déplacements. Franchement, moi, ça me plaît bien. Ça me donne très, très envie d'essayer, en tout cas. C'est un jeu donc, je vous l'ai dit, Carl Robinson, c'est pour 2 joueurs exclusivement, bien sûr. À partir de 12 ans, des parties d'1 heure environ. Donc, c'est pas du jeu court, hein, c'est du jeu assez conséquent. Ça va de 45 € le pledge de base à 68. Et avec 16 € de frais de port. Et c'est en anglais exclusivement. Mais j'espère que ça arrivera un jour en France. Je trouve que ça a le physique d'un jeu qu'on pourrait avoir un jour... enfin en tout cas localisé. J'aimerais bien. Je peux pas, je n'en sais rien, mais la difficulté aujourd'hui du marché français, c'est que si le jeu est trop cher, ça ne se vendra plus. Les jeux qui tournent autour de 50 € maintenant, les éditeurs hésitent très fortement à les publier. Oui, et là, on voit qu'il y a un matériel, vous voyez, avec des tuiles, ça vaut sans doute un certain prix. Donc c'est ça aussi qui va rentrer en compte. Il faut voir quel éditeur ose le faire. Ouais, mais si cette semaine, moi, c'est un peu le projet qui a retenu mon attention parce que je le trouve à la fois beau et intéressant sur le papier, donc ça fait beaucoup de qualité. Mais c'est peut-être pas très bon. Ah oui, ça, on sait jamais trop à l'avance. Comme d'habitude. Ensuite, nous avons alors le jeu suivant. Chaos Cove. Chaos Cove est un jeu d'un auteur que j'adore, qui est Martin Wallace. Oui. Alors, on a plusieurs éléments sur ce jeu. Effectivement, on a le côté Martin Wallace, on a le côté haut en couleur. Là, je vous montre les visuels. Ouais. C'est très coloré, donc ça donne l'impression qu'il s'agit d'un jeu très accessible. Et évidemment, effectivement, que si on regarde sur Board Game Geek, je crois que c'est 2,5 sur 5 le niveau de difficulté du jeu. Donc, il paraît assez accessible en lui-même. Et... Est-ce que c'est vraiment du familial? Parce que Martin Wallace fait peu de jeux très familiaux dans l'ensemble. Il s'adresse plutôt à un public expert. 2.5, c'est pas du super simple. Hein. On est dans du début d'initié, on va dire. Donc c'est chez Ape Games.
C'est illustré par Lina Cossette, David Forrest et Joe Shawcross. C'est écrit des parties de, si je me suis pas trompé en écrivant ça, des parties de 120 minutes. Donc effectivement, on n'est pas sur du jeu court et tout à fait léger. Et ça et le pledge est à 55 €. Donc beaucoup de matériel dans la boîte, de ce que je vois. Le jeu, nous jouons tous sur une baie, sur un territoire avec plein de bâtiments, etc. Et alors, comment dire, c'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça, mais il y a plein de tuiles héros qu'on va se partager en début de partie. On en aura 4 chacun. Et ces héros sont des meeples qu'on va placer. On va avoir 2 phases dans ce jeu principal. On va se placer c'est du placement d'ouvriers sur les lieux qui sont sur la carte principale pour aller récupérer des ressources, agir avec le plateau, etc. pour se préparer, en fait, aux attaques qui sont la deuxième phase de pirates et de monstres auxquels nous allons essayer de résister. C'est du semi-coopératif dans lequel on va essayer soit d'être le meilleur soi-même d'être le meilleur en construisant un maximum de renforts, d'être celui qui a le mieux renforcé, en gros, le plus de bateaux, le plus de forts autour du bateau, de la ville, pardon. Mais on peut perdre tous ensemble si la ville se fait rouler dessus. Petit détail qui fait un peu le sel du jeu, c'est qu'à chaque fin de tour, les 4 héros que vous avez reçus, vous allez les prendre et vous allez les passer à votre voisin de gauche. Et donc, on va jouer tous les personnages du jeu pendant la partie. C'est-à-dire qu'on va se drafter les meeples qui ont, bien sûr, chaque héros a un pouvoir particulier bien à lui, et donc qui ne sont pas associés à un joueur. Ils vont tourner pendant toute la partie. Vous allez jouer avec tous les meeples. Ce qui est associé à votre couleur, c'est les bâtiments qui vont être construits et certains petits meeples de votre couleur, qui je ne sais pas ce qu'ils font. Mais du coup, il y a vraiment un twist comme ça que je n'avais pas vu dans un autre jeu encore. Donc, c'était assez intéressant. Voilà, on a des personnages. Alors c'est le problème dans les jeux de pose d'ouvriers. Martin Wallace a résolu le problème d'une certaine manière. C'est que quand on leur attribue des pouvoirs, il y en a certains qui seront plus forts que d'autres en fonction de la situation du jeu. Mais là, comme vous allez tous les jouer, ça permet d'équilibrer d'une certaine manière ce jeu de placement d'ouvriers. J'avais loupé la dimension coopérative. Oui, parce que faut pas perdre contre le jeu. C'est ça que tu nous dis. Oui, alors c'est pas coop, c'est vraiment semi-coop. C'est-à-dire que si jamais à un moment, je crois que c'est dit, parce que bien sûr j'ai lu ça hier, mais si je ne confonds pas avec un autre jeu, c'est le principe, c'est que effectivement, si la baie s'il y a trop de monstres qui rentrent, je crois que tout le monde perd. Je regarde, mais oui, si c'est écrit. Je lisais aussi parce qu'en fait, on présente plusieurs jeux et moi aussi, je me demandais est-ce que on les a pas préparés à la seconde juste avant l'émission toujours, et j'ai peur de mélanger les pitchs comme on n'a pas joué au jeu, et je relisais Machine to the Sky qu'on va vous présenter juste après pour voir si c'était pas ça, si je confonds pas les deux jeux. Et un truc que j'aime bien moi sur les Kickstarter, il y a un aspect que j'aime beaucoup et un aspect que j'aime pas du tout. C'est ce qu'on est en train de voir là, c'est que ce sont des jeux où vous avez le pitch qui est expliqué avec des gifs animés. J'adore. Mais c'est super simple et en réalité on arrive à comprendre très très vite les grandes lignes d'un jeu avec quelques idées simples animées. Finalement, sur tous ceux qui sortent en boutique, des fois il nous manquerait cette petite animation, ce petit pitch avec 2-3 phrases essentielles que l'on va retenir et qui vont nous permettre de comprendre très vite simplement si le jeu est fait pour nous ou pas, si ça vaut le coup qu'on l'étudie davantage. Ça on le trouve très souvent. Et je trouve ça beaucoup plus efficace que les teasers de 1 minute et demie qui sont souvent très autour du lore et qui oublient d'être juste très synthétiques. Et là, ça j'adore. Sur Kickstarter, pareil. Moi, je vais toujours chercher les 3-4 slides de gifs qui expliquent les 2-3 mécaniques centrales. On n'a pas besoin de connaître tout le pitch du jeu. On veut juste savoir un petit peu comment ça tourne, quoi. Donc, et ça, c'est vraiment très efficace. Et ce que j'aime moins, c'est ce qu'on trouve en dessous, là, juste en dessous, sur les avis, en fait, des spécialistes du jeu qu'on va retrouver systématiquement sur toutes les pages des Kickstarter, mais j'ai l'impression que les spécialistes, les influenceurs, les journalistes, les gens qui font l'actualité autour du jeu également, qui la commentent, se parodient eux-mêmes dans ces cas-là, en faisant une seule phrase qui résume une pensée qui ne peut plus être construite, qui ne se résume généralement uniquement à un compliment qui parfois est complètement ridicule, en disant on a Martin Wallace au meilleur de lui-même, ce genre de commentaires que l'on voit passer de temps en temps et qui ne veut rien dire du tout, si ce n'est à marquer machin y a joué.
Là, c'est Tali qui a joué de Board of It. Oui, et puis parfois, des fois, on sait qui sont les gens, mais des fois, on ne sait pas du tout. Donc, c'est... Ouais. Il y a un côté parodie de médias dans lequel on est tous rentrés et qui, dont on aurait envie de se sortir aussi et qui nous amène à réfléchir, nous, sur la construction de nos formules, de notre façon de parler des jeux pour pas tomber dans cette caricature permanente à laquelle on assiste. Mmh. Puis en plus, des fois, ce sont des vidéos qui ont été, mais qui ont été rémunérées. Donc, tirer une citation de quelqu'un qui a été rémunéré pour parler du jeu, quand c'est des critiques, c'est intéressant, mais... ça a de la valeur, en fait. Nos avis ont aussi de la valeur, et du coup, il faut y réfléchir pour pas qu'elle perde cette valeur-là. Ça dénonce, non. Alors là, c'est pas de la grande dénonciation, nous dit Pirol. C'est une observation. Oui, non, on observe ça parce qu'en fait, nous, ça nous amène à réfléchir aussi sur ce qu'on essaie de construire pour l'avenir, le genre de format, le genre de formule que l'on va adopter, ce que l'on va faire et ce qu'on va pas faire. Quand on le voit chez d'autres, ça nous permet de réagir vis-à-vis de nous-mêmes. C'est ça qui est intéressant aussi. On enchaîne avec Machine to the Sky, qui est un autre Kickstarter avec... alors là, cette fois-ci, on est sur du jeu un peu expert. Je vous montre le visuel. Hop, dans lequel on va développer une machine. Alors, hop, je coupe le son, parce que chaque fois on a le son, vous y avez droit en direct, sinon vous n'entendrez pas Pénélope. La fin du monde est proche, donc c'est une situation qui est complètement fantasmée et qui n'a rien à voir avec ce que l'on vit actuellement. Les gouvernements, les scientifiques, les entreprises, d'autres dirigeants mondiaux tentent à la hâte de construire une arche. Vous allez essayer de construire une arche pour pouvoir vous évader. Donc là aussi, c'est pour ça que je confondais un petit peu avec le jeu d'avant et j'essayais de regarder. Là aussi, il y a une dimension qui est coopérative dans la mesure où on doit tous faire la fameuse arche pour pouvoir s'échapper. Et en même temps, c'est celui qui l'aura mieux fait qui pourra sauver le plus de monde et puis remporter la partie. C'est pas un jeu coopératif. Tout à fait. Et alors, c'est le jeu où j'ai eu le plus de mal à saisir un peu les mécaniques quand je les ai regardées. Des fois, c'est vraiment difficile juste sur des pitchs et juste sur du texte de se rendre compte. Et quand il n'y a pas encore beaucoup de vidéos qui sont sorties sur le sujet, c'est plus compliqué. Alors, surtout que le KS, si je peux me permettre, il est assez mal fait en réalité. Là-haut, je vous ai montré la vidéo, puis je suis vite passé parce que la vidéo, elle ne montre rien. Vous n'avez que des images. Et en dessous, je te remercie de le dire parce que j'osais pas, mais en dessous, le How to Play, là, on voit pas du tout les petites images animées. Vous avez des visuels. Donc parier. On sait qu'il y a des enchères au début. Il va falloir enchérir au tout début pour prendre des cartes. On va les enchérir d'une façon qu'on a déjà vue dans d'autres jeux. Et après, on va construire son tableau de cartes devant soi. Voilà, donc c'est exactement ce que tu viens de dire. Donc il y a eu une vidéo que je suis allée un peu voir. Et donc effectivement, on enchère sur des cartes au centre de la table qu'on va placer selon des colonnes en fait devant nous. Et il y a un petit principe où les cartes qui sont au sommet de ces 4 colonnes vont s'activer, vont être actives et pas les autres en dessous. Donc on essaye d'avoir toujours certains symboles en haut de ces colonnes pour remplir certains objectifs. Et bien sûr, on va pouvoir manipuler ces cartes dans ces colonnes qu'on va déplacer, remplacer, etc. pour avoir les symboles qu'on veut au sommet de ces colonnes de cartes. Et puis les pouvoirs qu'on a envie d'avoir actifs. Donc on voit sur l'image exactement que ça va être manipulé. C'est un jeu à la fois plus compliqué et à la fois assez simple, avec une petite vibe à l'ancienne comme ça d'enchères sur des cartes pour construire un tableau. Et moi je trouvais ça assez tentant aussi. C'est le genre de jeu qui me donne envie de jouer. Donc c'est pour 4 joueurs, des parties de 15 à 50 minutes. Alors ça m'a vachement surpris. De 15 à 50 minutes. On est vraiment sur soit ça va te prendre un quart d'heure, soit ça te prend 1h30. Mais non, j'exagère. Mais et à partir de 14 ans, et le jeu le pledge de base est à 33 €. Donc je pense que c'est un peu plus expert et en même temps pas tant que ça. On est sur du format pas très grosse boîte, pas très grande quantité de matos, assez beau visuel. Donc ça fait envie. On va suivre ça aussi de loin. Voilà, si vous aimez enchérir. Et je précise que full physical version in English and French. Donc il y a la version française dans le jeu. Voici pour ce jeu. On continue avec Kalimala. C'est une réédition. Kalimala, c'est un jeu qui était sorti en 2018, si je ne me trompe pas sur la date.
et qui avait eu droit à sa première version, qui a le droit à une nouvelle version, cette fois-ci illustrée par Yann O'Toole. C'est toujours un jeu de Fabio Lopiano, assez expert. Oui, et c'est une version, c'est une réédition en fait, une version remasterisée d'un jeu de Fabio Lopiano et remasterisé, relooké par Yann O'Toole. C'est excessivement beau. La couverture de ce jeu est absolument magnifique. Je pèse mes mots. Mais après, c'est un jeu. Alors, moi, j'y ai jamais joué à Kalimala. Apparemment, toi non plus. C'est pour 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans. Des parties de 45-90 minutes. Et c'est un jeu dans lequel, en fait, il y a une partie centrale sur le plateau. Vous voyez, un grand plateau, il y a une partie centrale. Et vous allez poser vos pions à des intersections d'actions. C'est ce genre de jeu où quand vous vous posez quelque part, vous n'allez pas faire l'action sur laquelle vous vous posez, mais les 2 actions qui sont adjacentes. Et donc, vous allez avoir des placements un peu stratégiques. Je veux faire ces 2 actions-là, etc. Et le but, c'est principalement, avec ces actions, de placer vos cubes de couleurs dans différents lieux du plateau. Et il va y avoir de la majorité. C'est pas du contrôle de territoire, mais c'est de la majorité dans des zones. Ça me fait très envie visuellement. Et j'aime bien les jeux un peu comme ça, à l'ancienne, placement d'ouvriers, majorité, etc. Je vais pas cacher que quand j'ai regardé un peu plus en avant la mécanique, j'ai pas été plus ambiancé que ça pour me dire « Ah, j'ai très envie d'y jouer. Peut-être j'ai tort. » Donc, parce que je n'y ai pas joué, donc je peux pas donner vraiment un avis, mais regardez, jetez-y un œil, ou si jamais vous y avez déjà joué, voilà. Mais c'est vrai que par contre, le matériel, puis alors on a un néoprène playmat de toute beauté, on a des plateaux joueurs en 3D isométrique avec des couleurs sublimes. Moi, voilà, il y a des jeux, j'aimerais les avoir que pour l'objet. Hein. C'est dramatique. Hein. Je suis une victime de vraiment la mode, quoi. Non, mais ça fait partie aussi de la culture ludique. On a envie de savoir comment fonctionnent tous ces jeux-là, on a envie de les voir, on a envie on aimerait bien se balader dans une grande pièce où il y a tous les jeux qui vont arriver ou qui sont proposés en financement participatif, de pouvoir s'arrêter sur la table, de se balader et après pouvoir vous faire ces comptes rendus de manière beaucoup plus éclairée qu'on ne le fait aujourd'hui. On n'a pas du tout parlé du thème. C'est vrai que là, on est concentré sur la mécanique, mais en même temps, c'est un Fabio Lopiano, donc c'est un auteur qui est très mécanique. Hein. De manière générale, ces jeux sont vraiment... c'est des engrenages qu'il faut réussir à bien comprendre pour pouvoir les activer dans le bon sens. Là, on est des marchands de tissus. On va jouer dans la Florence médiévale et on va devoir gérer ses employés pour essayer de développer son petit commerce. Oui. Et c'est vraiment un jeu en gros, c'est de la majorité principalement et de l'influence. À voir. Comme je vous ai dit, à voir. On a Univers Board Game qui nous dit je vais craquer sur ce jeu-là, vraiment. Je suis pas sûr, Univers Board Game. T'emballes pas juste parce que c'est du... Vraiment, va voir les règles. Va observer le gameplay. C'est vrai que c'est très très beau et ça a un parfum de classique à euro. Mais après, tous les classiques euro ne sont pas des jeux formidables. Et quand j'ai regardé la règle, je me suis dit oui, ça manque peut-être un peu de profondeur, on va dire. On va terminer avec un magazine cette fois-ci, un Kickstarter sur un magazine, Geek Magazine, hors-série jeu de rôle. Donc c'est un magazine qui paraît régulièrement. Et là c'est le hors-série, c'est le 3e hors-série si j'ai tout bien compris, si je ne mélange pas mes informations. Spécial jeu de rôle avec 2 partenaires. On a Les 12 Singes et Mnemos qui participent à la création de ce magazine dans lequel vous allez avoir donc des jeux de rôle avec des univers qui sont basés sur un jeu de rôle qui est signé par Pierre Rosenthal. Je recherche son nom, je n'ai pas dû noter ça sur ma fiche. Avec Girl.game aussi, Tatiana qui participe également à ce magazine. Parce que vous avez un petit encart qui est marqué en orange ici à l'écran. Si vous ne connaissez pas le jeu de rôle, pas de problème, dans nos pages, nous donnons la parole à la youtubeuse Girl.game qui vous explique tout ce qu'il y a à savoir pour débuter et s'amuser à ce type de jeu. Vous avez des interviews, vous avez pas mal de matériel à l'intérieur. Donc c'est plutôt chouette. C'est français. Je t'ai entendu dire le nom de Pierre Rosenthal, mais qu'est-ce qu'il fait sur ce magazine ? Parce que, alors, il y a des règles à l'intérieur de jeux de rôle sur ces différents univers qui sont représentés. On a du steampunk, belle époque, renaissance fantastique et de la science-fiction. Et c'est précisé en dessous, les règles sont simples, expliquées en seulement quelques pages. Elles sont une version simplifiée de Simulacre, un best-seller du jeu de rôle créé par Pierre Rosenthal. D'accord. Voilà.
Ok, j'avais pas. Pierre Rosenthal, l'inventeur du mot rôliste, hein, je précise. C'est quand même Il y a un vieux de la très vieille. important. On Un a vieux de la plaisir vieille. à citer systématiquement. Et qui vient et qui passe souvent sur Twitch et que je salue s'il voit cette émission. Ouais. Ah ben, pas sur le mien, je l'ai pas vu. Par contre, on le croise souvent en week-end jeu, Pierre. Oui. J'ai eu l'occasion de jouer régulièrement avec lui. Alors ce magazine, Geek Magazine, est proposé en 2 versions. Il y a la version numérique à 12,95 € et la version papier à 14,95 €. Et si vous voulez les deux, c'est 22,90 €. Pourquoi avoir les deux ? Parce qu'il y a des contenus en plus sur la version numérique. Vous pouvez avoir envie d'avoir le magazine papier à lire tranquillement chez vous dans votre canapé et puis vouloir les contenus supplémentaires podcast, par exemple, qui sont livrés avec la version numérique. Tout est indiqué ici. C'est sur la plateforme Ulule. C'était le dernier Kickstarter dont on vous parle, financement participatif dont on vous parle aujourd'hui. Et Univers Board Game nous dit que Tatiana et Alex ont écrit un scénario chacun. Dingue, bah, trop bien, moi, je vais aller regarder ça. Mais j'ai vu une vidéo passer en Twitch, c'était à ce jeu que vous jouiez, Univers Board Game ? Ah oui, en live. Sur le Twitch de Girl.game, si je dis pas de bêtises. Et oui, mais le préquel, dit-il. Le préquel, ok. Bien, vous pourrez aller regarder sur la chaîne Twitch de Girl.game pour voir un aperçu de ce jeu. Est-ce qu'on en a fini, Pénélope ? Parce qu'on a on a un fichier avec plein de contenus. Il y a toujours, bien sûr, juste montrer éventuellement les extensions dérivées qui sont sorties cette semaine. Donc, on a Perseverance, Castaway Chronicles, enfin, qui ne sont pas sortis, qui sont en financement. En financement participatif. Donc, ça, c'est des jeux, soit vous les avez vus, soit ce sont des extensions. Et comme on ne peut pas parler de tout et rentrer dans le détail, on les évoque sans forcément. Je vous montre juste notre fiche détailler. parce qu'on a une fiche de travail. C'est pour ça que des fois je te pose la question de savoir si on montre d'autres choses. Regardez, hop, ça c'est notre fiche de travail. On a on a plein de choses dont on vous parle, qu'on vous montre parfois ou pas. Et j'ai vérifié avant, t'inquiète pas, il n'y a rien, rien de dangereux. Parce que des fois on se fait des petites annotations supplémentaires. On s'annonce des choses. Attendez, je vais vous montrer. Bonjour. On s'envoie des petits messages supplémentaires en cours d'émission sur ce qu'on est en train de raconter. Et là, vous avez la liste des jeux, des choses dont on peut parler, ceux qui sont toujours dispo. C'est pas diffusable normalement parce que c'est des informations qui sont pas mises en forme. C'est notre dossier de travail, mais on échange en cours d'émission. Et donc là, on a des extensions qui sont proposées également, et c'est ceux qu'on vous montre là. Donc Persévérance, qui a sa 2e boîte, l'épisode 2, qui est proposé en financement participatif sur GameFound. Stars of Acarios, Star of Acarios, oui, c'est du genre très très gros jeu de science-fiction solo et coopératif avec des figurines, etc. Je suis pas du tout la cible de ce genre de jeu, mais c'est une version 1.5 avec du nouveau contenu, donc pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est en cours de financement. On voit qu'il y a quand même 2556 contributeurs, donc c'est le genre de jeu qui quand même intéresse, c'est pas du tout. Voilà, quand on fait notre sélection dont on va parler, c'est pas forcément que les jeux sont pas intéressants, c'est juste que nous, c'est notre sélection à nous. Ça nous ressemble. Et on parle pas de tout à chaque fois, on loupe des trucs en cours d'émission. Là, j'ai vu passer Charcuterie The Board Game sur le chat. Est-ce que tu l'avais regardé ? Je me l'étais noté, j'ai oublié d'aller voir. Et là, j'ai revu. Charcuterie Je veux qu'on aille voir Charcuterie The Board Game. Ah bah je vais vous le montrer du coup. Alors, je vais le taper là en direct. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas. Et en fait, je l'ai vu passer. Je me suis noté avant l'émission, avant de le tourner, et je suis en train d'écrire, mais comme je vois pas ce que j'écris, je vais reprendre Charcuterie The Board Game. Je l'ai vu passer et j'ai pas étudié le jeu dans les détails. Alors, mais ça a l'air bien pour jouer avec le fromage, tu sais. Fromage de board game, tu peux faire une partie de charcuterie juste avant. Et celui-ci, je l'ai pas du tout étudié. Je l'ai vu qu'il existait. J'ai envie de l'étudier. Il reste 12 jours, donc peut-être on vous en reparle la semaine prochaine. Formidable. Alors, ils ont fait... visuellement, c'est pas ultra... ça me donne pas ultra envie de manger. Mais... Normalement, ce genre de jeu donne faim. Et là, par contre, vous aurez 108 tuiles nourriture, dont des tuiles salami et des tuiles jambon. Oh là là. Je sais pas comment on a fait pour passer à côté de ça. Donc, il y a un plateau au centre de la table et je pense qu'on va confectionner son plateau de... Oh là là.
Mon Dieu, mon Dieu. Comment on a fait pour passer à côté de ça? Il faut qu'on se fasse une soirée fromage et charcuterie. C'est pas possible, genre on aurait tellement... on en a parlé, ça c'est une bonne nouvelle. Voilà, on l'a évoqué juste, mais par contre on n'a pas du tout étudié le jeu, donc on ne peut pas vous en parler plus en détail sur les mécaniques. En tout cas, on ne sait pas si c'est bien, mais vous savez que ça sera peut-être le thème de l'année 2024 après les champignons, les charcuteries. La charcuterie, ça serait formidable. Oui. La nourriture, voilà, ça en plus, c'est pas... Il n'y a pas de polémique autour de la nourriture, on est tous d'accord, donc ça c'est formidable. On veut voir des meeples saucissons, nous dirait Bentis. Je suis d'accord. Oui. Voilà, c'était pour notre rubrique sur les jeux en financement participatif. On arrive tranquillement sur la fin de cette émission. C'est le moment simplement de vous parler des vidéos qu'on a diffusées sur nos chaînes respectives. Il y en a eu beaucoup cette semaine. Tu as vraiment accéléré la cadence, Pénélope. J'avais du retard, il y a eu beaucoup de sorties, j'ai pas pu, pendant qu'on était à Essen ou quand je suis venue au chalet, j'ai pas pu m'occuper de ça. Et donc là, je rattrape tout et je poste tous les jours ou presque. Et je tourne tous les jours ou presque, donc c'est un rythme un peu effréné à la maison. C'est pour ça que je suis un peu fatiguée ce matin. Oui, c'est pour ça aussi qu'on se pose des questions, nous, sur notre rythme, sur comment on fait pour gérer les choses. Et c'est pour ça aussi qu'il y a ce fameux bouton pause sur lequel on travaille. Le bouton pause qui peut être je te remercie, ça va vraiment changer ma vie. Moi, quand je peux rendre service, je suis content. Vous avez eu la vidéo sur Cat in the Box que vous avez joué à deux uniquement? Ça marche bien à deux? On est... Alors là, je sais pas pourquoi on est que deux sur la boîte. Ah si, parce qu'on a joué on était avec ma nièce Valentine, dont j'ai pas encore de miniature, et donc voilà. Et oui, on a joué à Cat in the Box. Alors moi, Cat in the Box, c'est un jeu de pli. Je reconnais le génie de Cat in the Box. Je trouve que c'est un excellent jeu. Allez-y, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je dis juste que pour moi, ça reste un jeu de pli, donc c'est pas le genre de jeu vers lequel je me jette. Et je pensais que Reventis serait complètement accro à ce jeu-là. Et en fait, elle a eu ses petites réserves aussi quant à la manière de scorer. Il n'empêche que autour de moi, les retours sont plutôt très positifs et c'est un jeu que je recommande. Moi, j'y ai pas mal joué, beaucoup. Même l'année dernière, on l'a récupéré en avant-première et du coup, pendant un an, on l'a fait jouer au chalet avant sa sortie française. J'y ai beaucoup joué. Il y a un côté fun évident, il y a un côté party game du jeu de pli. Derrière, sur la maîtrise du jeu en lui-même, je suis très dubitatif. En réalité, je suis pas sûr qu'on maîtrise grand-chose. C'est tellement dépendant de plein d'éléments. Mais bon... C'est le scoring qui est un peu plus à la fin, avec ce fait avoir des adjacences qu'on peut débloquer en ayant rempli notre... Je trouve qu'il y a un petit... C'est dommage, je trouve qu'il y a vraiment un design central magnifique avec l'idée que nos cartes n'ont pas de couleur. Je trouve ça assez génial. Et qu'on définit les couleurs et qu'on voit qu'est-ce qui a été joué, je trouve ça super. Mais c'est le scoring. Je pense que le scoring a été un peu différent. Ça aurait pu être un jeu que moi j'adore aussi. Le scoring permet de faire que la partie en elle-même fonctionne. S'il n'y a pas de scoring, le jeu ne fonctionnerait pas tout simplement. Il faut qu'on ait des enjeux, il faut qu'on ait des objectifs. Donc il permet ça, mais il n'est pas passionnant, il n'est pas très maîtrisable. Donc c'est ça la difficulté entre les deux. C'est difficile de savoir. Mais en fait, c'est un jeu réussi. J'insiste quand même dessus. On a beaucoup joué. C'est un jeu auquel on a beaucoup joué. Et qui crée des addictions, c'est-à-dire je connais plein de jeux qui ne jouent qu'à ça en ce moment, de gens qui ne jouent qu'à ça en ce moment et des gens qui aiment les jeux de pli, donc c'est pas du tout après c'est une question d'affinité personnelle. Tu as fait ton Pénélope Show numéro 85, pas mal de jeux sur lesquels tu reviens et que tu anticipes également. Tu fais des tier lists maintenant, alors c'est pas dans ce format-là? Oui, si, c'est dans ce format-là maintenant. C'est sur les retours de jeux et sur les jeux à venir, je fais des tier lists pour que ça soit lisible pour tout le monde. Oui, c'est assez visuel, ça marche bien. Voilà, pour que vous puissiez avoir le compte-rendu, en une image. Age of Innovation, j'ai pas joué moi encore celui-ci, donc je suis curieux de le découvrir, de pouvoir y jouer également. C'est Terra Mystica avec un tout petit peu plus de... j'aime bien. Et c'est très bien. Enfin, moi j'ai rien à dire, Terra Mystica, j'adore. Et là, retrouver Terra Mystica avec un petit peu d'éléments en plus, c'est super. Ready Set Bet, j'adore Ready Set Bet. Voilà. Moi, je sais pas y jouer. Je trouve l'ambiance très fun. Alors, il faut vraiment la créer, l'ambiance. Faut y mettre du sien également. Je trouve l'ambiance très fun. Je sais pas bien y jouer. Je sais jamais ce qu'il faut faire exactement. J'ai du mal à analyser tout le plateau et de me dire c'est là qu'il faut que j'aille. Mais ça marche bien. C'est un vrai jeu d'ambiance. Et pour les fêtes, ça va être parfait. Ah ouais, ça, c'est un super jeu pour les fêtes. Prenez-le pour le Nouvel An, pour Noël, pour tout. Ça peut hurler dans la pièce. Septima, le jeu qui a un nom de médicament. Qui est sorti chez Super Meeple. Vous avez fait une partie à deux avec Marjo. Oui, moi j'ai été déçue par Septima.
J'en attendais un peu mieux. Alors, la partie qu'on a fait en live était une partie sur la version basique. On m'a beaucoup dit, joue à la version complète, etc. Bon, bah, j'ai joué à la version complète. Je suis pas convaincue par Septima. Je trouve que c'est un peu trop long pour ce que c'est, pas assez de tension générale, que voilà, c'est très très beau. C'est pas un mauvais jeu, c'est agréable à jouer. On n'est pas du tout dans la catégorie mauvais jeu, mais moi j'ai été déçue par le. Voilà, je m'attendais à plus de tension, plus d'enjeux, plus de. Et puis il y a beaucoup de manipulation sur le plateau. Moi, c'est des choses qui me freinent dans ces jeux-là, c'est quand j'arrête pas de devoir faire un entretien du plateau, de mettre un meeple là, de machin, de tourner un truc. Ouais, j'aime pas trop ça non plus, moi, ça m'use. Ouais. Donc, j'ai trouvé. Voilà. Moi, je suis pas super fan du plateau en lui-même, le déplacement, les chasseurs qui sont sur le plateau. Par J'ai contre, trouvé qu'ils étaient pas utiles, les chasseurs. J'aime bien l'élément qui est juste dans l'extension et avec lequel, pour moi, il faut jouer. C'est le petit plateau supplémentaire sur lequel on va avancer avec son marqueur. Ça, je trouve ça très chouette. Ça donne des petits objectifs en cours de partie, j'aime bien ça. Si clairement vous devez y jouer, jouez-y sur la version intégrale. En tout cas, la version basique est moins intéressante. Quelques jeux qui sont parus sur notre chaîne, quelques vidéos. Donc on a Evil Corp qui est arrivé hier. Vous allez pouvoir découvrir ce jeu auquel nous jouons avec l'éditeur et l'auteur, Jérémy Ducré et Benoît Bagnier. On a Yuan, dont on vous a beaucoup parlé, parce que moi, c'est un de mes gros coups de cœur de cette période, un jeu qui est assez exigeant. Enfin non, il est vraiment assez facile d'accès, en fait, on le comprend très simplement. Il peut toucher d'ailleurs des joueurs qui ne sont pas forcément des joueurs habitués ça m'a donné envie, aux jeux de société classiques, et la boîte, elle est géniale. Il y a plein d'éléments qui sont géniaux à l'intérieur de ce jeu. Allez voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Le premier jeu d'un nouvel éditeur. Il y a des gens qui font des jeux de mots dans le chat et qui disent Yuan Levet. Ça me fait beaucoup rire. Premier jeu d'un nouvel éditeur, Sawari, c'est publié par Joudini. Et là, pareil, on a joué avec les éditeurs, on y a joué avec l'auteur. On part dans un désert un peu fantasmé dans ce jeu de tuiles. Vous allez pouvoir le découvrir également sur notre chaîne Landfeu. C'est encore un autre jeu qui a été publié par Okaluda. De nouveau, il y avait Christophe, il y avait Rémi et Nathalie Saunier qui sont les auteurs. La tienne est quand même la plus. Toi et Nathalie, là, vous êtes magnifiques. Ouais. Vraiment. Mais toi, vraiment, tu t'es pas fait de cadeau. On peut le dire. Bon, écoute, franchement, il y a des ridicules qui sont élégants, je trouve. On dirait un footballeur des années 80. Il y a une forme d'élégance dans le ridicule, et dans celui-ci me convient très très bien. Je suis même plutôt à l'aise, moi, avec une perruque. Ah oui, d'un coup, tu te sens. J'ai jamais eu les cheveux longs, donc j'en profite. On diffuse aujourd'hui Romy Rami. Je vous mets la vignette en avance. Alors là, c'est vraiment un jeu de Rami tout simple qui paraît chez le Randolph, et on y joue avec Joël Gagnon qui est venu pour l'occasion. Donc ça, c'est une vidéo qui est en ligne aujourd'hui même. Et puis, on a notre chaîne secondaire. Alors déjà, cette vidéo qu'on a réalisée avec Rachel, j'ai repris une de ses vignettes d'Instagram. L'image que vous avez, c'est pas une image de la vidéo, mais la qualité était meilleure sur son Instagram. On a fait cette vidéo. Excellente vidéo. Pour les gens qui ne sont pas allés voir, Rachel est vraiment toujours passionnante quand elle parle de jeux. C'est énervant. Les gens... Moi, c'est mon influenceuse, en fait. Hein. Je me rends compte... Mais oui, mais moi, je me rends compte, les gens me disent « Ah, quand tu nous racontes les jeux, on a envie de les acheter. » Je peux vous dire, moi aussi, je suis victime de ça. Et c'est quand Rachel parle de jeux. C'est terrifiant. Ça me donne envie de tout jouer. Ils ont un très beau line-up aussi, ça joue un petit peu mais quand même. Mais même des jeux, c'est ce que j'ai dit, c'est même des jeux auxquels j'ai déjà joué et que j'aime pas, quand elle en parle, j'ai envie d'y rejouer pour voir si je me suis pas trompée. C'est agaçant. Donc cette vidéo, c'est une nouvelle rubrique, c'est la première vidéo distributeur que l'on fait en matinale. L'objectif est d'en faire d'autres. L'objectif, c'est de vous proposer régulièrement aussi un échange avec les distributeurs pour pouvoir discuter, vous préparer, parler des jeux avec des gens qui les connaissent vraiment, qui peuvent vous les vendre. J'insiste sur le fait que ces vidéos, toutes les matinales, sont gratuites. Je ne finance pas les matinales pour une raison très simple, c'est que je veux que l'information soit gratuite. Je veux que vous n'ayez pas de doute quand vous regardez cette émission sur le fait qu'on est là pour vous informer et qu'on n'est pas là pour vous vendre à tout prix des choses. Alors par contre, derrière, il faut qu'on arrive à trouver des financements. Et parmi ces financements possibles, il y a l'option de on rediffuse la vidéo sur notre chaîne principale. Donc ça, c'est une option payante pour les éditeurs, je vous le dis. Il faut que ça soit parfaitement transparent et c'est pas obligatoire. Mais là, celle-ci, elle a été rediffusée sur notre chaîne YouTube. Et vous avez donc la possibilité de la trouver. Elle a incroyablement bien marché. On est ravis de voir le nombre de personnes qui l'ont vue. C'est une vidéo qui va peut-être faire les 10 000 vues. C'est tout à fait possible, d'autant plus qu'il y en a eu pas mal en direct et pas mal en replay déjà sur Twitch. Et en plus sur YouTube. Elle a une grande communauté de fans, Rachel. Et elle manque
il y en a beaucoup à qui elle manque énormément sur YouTube. Je pense qu'ils étaient très contents de la retrouver. Alors à terme... Et vous pouvez la voir, hein, elle a sa chaîne, c'est sur la chaîne de Néoludis, c'est elle qui fait toutes les vidéos. Elles sont très très informatives et très, très utiles. Voilà, donc les vidéos, on ne les rediffuse pas systématiquement pour l'instant parce qu'on n'a pas le budget de temps, c'est pour le dire simplement, mais mon objectif serait de les rediffuser au maximum. Et alors, ça sera plutôt sur notre chaîne secondaire, puisqu'on a une chaîne secondaire qui est consacrée aux replays, qui s'appelle Les Replays d'un monde de jeu. Allez vous abonner. Voilà, allez vous abonner maintenant parce que jusqu'à présent, c'est une chaîne sur laquelle je ne faisais pas de communication, je ne la mettais pas en avant du tout, c'est du stockage. Donc, elle fait très peu de vues, c'est normal, c'est une chaîne secondaire, c'est juste pour que ces vidéos ne se perdent pas, parce que toutes les vidéos qu'on fait en matinale sont perdues. Elles disparaissent au fur et à mesure. Au bout de 2 mois, hop, on n'a plus de traces. Et puis c'est quand même, on écrit une partie de l'histoire du monde du jeu. Donc de moi-même, il y en a certaines que je rediffuse sur cette chaîne secondaire. Et à terme, j'aimerais bien que la plupart de ces vidéos, notamment celles où il y a des invités, elles soient rediffusées. Vous avez eu cette semaine sur cette chaîne secondaire la matinale avec Patrice et Cathy du GBL, du Groupement des boutiques ludiques. Donc une approche particulière. On a fait notamment en fin d'émission, il faudrait que je recommunique dessus, on a fait le top 10 des meilleures ventes des jeux de société en boutique, dans les boutiques ludiques. C'est une information qui est, je pense, utile, importante même. Donc c'est ce que je te disais, ça m'a rappelé des bons souvenirs puisque c'était le top 10 du GBL, on le faisait à chaque fin d'émission du Trick Track Show. Ça m'a rendu nostalgique. Mais c'était... je trouve ces deux... Enfin, là, l'émission, pareil, avec le groupement des boutiques ludiques, hyper intéressante. En plus, vous avez abordé des sujets, notamment le sujet de la quantité de jeux qui étaient produites en ce moment et de comment les boutiques géraient cette situation. Et j'ai trouvé que tout était super intéressant. Non, là, je dis ça, c'est vraiment objectif. Je les ai regardés en entier, même si j'y étais pas. Et c'était une chouette venue, on a passé un petit... Alors c'était très court, trop court, mais c'était une chouette venue, on était très contents de les accueillir. C'est la première fois qu'un invité venait spécialement pour la matinale, ce qui m'a surpris, moi, au départ, parce que je ne m'attendais pas à ça. Et donc, voilà, très bon moment, on est ravis d'avoir partagé ce moment avec eux, et puis de vous le proposer en replay sur cette chaîne secondaire, les replays d'un monde de jeux. Tu vois, replay, rejouer, tout ça, jeux de société, comme c'est bien trouvé quand même. Oh là là. On en mettra de temps en temps sur cette chaîne-là. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre ce qui s'y passe et à regarder ces émissions. Alors, picorer, parce que je les chapitre aussi, donc c'est ça qui prend du temps derrière. Les chapitrer, faire la vignette, les stocker, les enregistrer, ça prend toujours du temps, communiquer dessus. Mais vous pouvez picorer les moments qui vous intéressent. Si vous voulez voir que le top 10 des meilleures ventes dans les boutiques ludiques, vous allez directement sur la rubrique de fin. Vous n'êtes pas obligé de tout regarder. C'est vraiment de l'archivage. Ça, c'est le bon côté de YouTube par rapport à Twitch, c'est les chapitres. Profitez-en. C'était donc les émissions que nous avons diffusées. Vous n'allez évidemment pas tout regarder, mais vous pouvez picorer en fonction de ce dont vous avez envie, ce qui vous intéresse plus particulièrement. On arrive à la fin de cette émission. On vous a parlé de plein de jeux, des jeux qui arrivent en boutique, des jeux qui arriveront plus tard en financement participatif, et puis de ceux qu'on vous a présentés en vidéo. On vous donne rendez-vous, nous, très bientôt, pour de nouvelles émissions sur nos chaînes respectives. Aventures, pardon. De nouveaux jeux, exactement, avec la forme. Et puis n'oubliez pas le bouton pause qu'on vous a proposé. On va terminer sur cette image. Ah non, je l'ai fermé. Je peux plus. J'ai perdu mon bouton pause. Il faudrait qu'on en fabrique un vrai. Moi, je pense que tu pourrais faire un pins, le bouton pause. Un t-shirt, le bouton pause. Oui. Et moi, je pense que ça peut être un merch qui se lance, le bouton pause. Abonnez-vous. Et un concept. Abonnez-vous sur complet. Notre Tipeee. Abonnez-vous ici sur Twitch. N'hésitez pas à nous sponsoriser parce que vous êtes nos sponsors aussi. Et puis, promis, je vous enverrai le JPEG du bouton pause si vous en avez besoin pour nos abonnés. Je pense que vous pouvez faire le vôtre chez vous. Hein, non, arrête. C'est des bonnes idées qu'on a. Allez. Bonne journée à tous et à très bientôt. Ciao.